je pense que la mentalité, le vrai problème à résoudre, c'est ces problèmes-là sociaux. Okay. Vous comprenez? C'est un problème social déjà au niveau du Congo, pas au niveau de l'Afrique du Sud d'abord, parce que ces gens-là, ils viennent du Congo. Okay. Je ne pense pas que ces gens-là au Congo, ils se comportaient d'une manière décente. Je ne pense pas que ces gens-là, s'ils étaient à l'école, où ils travaillaient, ils allaient parce venir que en Afrique du Sud se comporter comme ça. Des informations que nous avons prises, ce sont des personnes qui ont fui pendant l'opération Likofi. Voilà. Au Congo, qui se retrouve actuellement voilà, donc ici. c'est une suite sous ce que je disais, c'est la même mentalité qui s'est exprimée. Le Congo n'est plus ce que nous, on pensait. Ah, mais oui, bien avant. Justement, je pense que le système est révolu, alors ça me va bien. Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Et je pense qu'il y a aussi, il faut beaucoup plus de lumière sur les étudiants. Parce que les talents, il y en a. L'intelligence, il y en a. La sagesse, il y en a. Mais sauf qu'il faut beaucoup plus de lumière sur les jeunes talents qui ont peut-être des idées d'inventer, vous comprenez, de créer un peu de robots, tel que la machine dont vous venez de parler là. Parce qu'ici en Afrique, je pense qu'il y a quand même, c'est pas assez développé tel que les États-Unis ou certains pays européens. Mais je pense qu'ici, quand quelqu'un se démarque déjà, il y a quand même une lumière sur la personne. Au Congo, il y a des gens qui meurent comme ça avec leur... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kambembo Mandongo Némi. Bienvenue sur Salt Podcast. Alors, pour cette année, c'est notre première émission. Nous avons été calmes, silencieux. Nous avons disparu pendant un mois. Et là, nous sommes de retour. Mais aujourd'hui, comme d'habitude, je vous promets qu'on ne refait pas des choses. Nous ne sommes pas fans de la redondance. À chaque fois, on vous ramène des personnes différentes, des personnes avec beaucoup de notoriété. Alors, la personne que nous avons aujourd'hui, ça va être une personne différente. Mais avant que j'introduise la personne, il faut savoir que cet épisode de notre podcast est sponsorisé par Billion Exclusive Tech. Billion Exclusive Tech, c'est une plateforme créée par un jeune entrepreneur congolais, M. Yannick Kambembo, qui travaille en collaboration avec certaines personnes. Il travaille dans beaucoup plus de sections. Il y a le digital marketing, il y a le web development, il y a tout ça. Donc, le lien est juste là. Et il y a le code QR qui est là pour tous les gens qui veulent savoir plus sur Billion Tech. Veuillez juste scanner le code QR qui est ici et vous aurez plus d'informations. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant un activiste, nous sommes devant un philanthrope, homme de cœur, homme de parole, la personne que l'on nomme Chris Zas. Monsieur Zas, comment vous allez? Très bien, mon frère. Ça fait longtemps. Je crois que vous allez bien, bonne année à vous. Ouais, ça va très bien, merci. Je sais que ces podcasts a été préparé à la va-vite. Je sais Justement. que les gens qui nous suivent vont dire que c'est comme si tous les podcasts sont préparés à la va-vite. Mais cet épisode-là, ce spécifique épisode, est vraiment préparé à la va-vite. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Alors, M. Zas, la coutume chez Salt Podcast veut que vous vous présentez rapidement pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas. Ok, merci. Bien que vous ayez déjà présenté parfaitement, mais Chris Zaz, c'est un jeune Congolais africain, un écrivain, un auteur, un filmmaker, comme on dit en anglais, un scénariste, un scriptwriter. Et voilà. Okay. Je pense que je n'ai pas besoin d'écrire toute une biographie. Hein, sinon exactement. Je vais écrire un autre livre encore. Voilà. Exactement. Donc, et je pense que je ne vous donnerai pas aussi l'opportunité de nous écrire un autre livre. Là, oui. parce que là, c'est moi. Là, c'est pas vous. Alors, avec plaisir. Le parcours de Chris Zas, la fratrie, les études, comment cela se résume, ton parcours. On aimerait plus savoir avec tous les détails possibles ton parcours depuis le bas jusqu'au sommet. Voilà. Comme tout autre petit garçon, je rêvais de devenir un docteur. Vous savez, à l'école primaire, là, pour moi, les héros, c'était des docteurs. Les héros, pour moi, je pensais que voilà, il n'y a pas plus héros qu'un docteur. Un docteur faisait tout, un docteur guérissait le malade, un docteur faisait tout, perfusion, etc. Je me disais, voilà, moi, je rêve de devenir un docteur one day. Et voilà, arrivé à l'école des humanités, arrivé à troisième, which is grade, I don't know, grade 7 or something like that. Et j'ai commencé à rêver autrement.
Je me disais, voilà, pourquoi ne pas essayer aussi à devenir technicien, vu que mon père était un technicien. Je disais, voilà, je vais essayer de faire l'option technique. And then I tried to go the technical way. Et voilà, j'ai suivi l'option technique. Après le diplôme d'État, l'université. Et voilà, j'étais déjà fou amoureux de la technique, mathématiques, physique, etc. Mais j'ai gardé toujours ce rêve-là, les docteurs en moi. Et fini avec l'université, je me suis dit, voilà, il est temps de drop le CV partout. Et voilà, les CV, comme vous savez, c'est pas toujours évident quand vous envoyez un email, vous recevez un feedback positif. Hein. Alors, c'était pour moi comme ça, c'est-à-dire un parcours de combattant. Dans le chômage, j'essayais d'envoyer les CV qui ne venaient toujours pas, de réponses positives ne venaient pas. Je me suis dit, OK, je pense qu'en moi, j'ai aussi plusieurs qualités. Je rêve de devenir docteur, mais malheureusement, je pense que je ne veux plus poursuivre ce chemin-là. Je dis, mais pourquoi ne pas essayer autre chose? La technique, il faut que je sois embauché pour devenir technicien, ingénieur, travailler dans le field. Et alors, je me suis donné un goût là de lire, vous comprenez? Je fréquentais les librairies, les bibliothèques tout le jour. Et du coup, j'ai rencontré un monsieur Alain Jeune qui était jeune comme moi. Il était auteur. Il était auteur et il écrit un livre sur la motivation. Et j'ai assisté à son vernissage, à son book launch, en fait. Et il m'a parlé de lui, son parcours. J'ai dit, mais tiens, les gars, il est jeune comme moi. Les gars, avec quel âge à l'époque? Je crois que c'est 2016, je ne sais pas, les gars, il était moins âgé que moi. C'est qu'il il était moins âgé que moi, mais il n'avait pas atteint 30 ans. OK. Il était, je crois 25, 26, comme ça. Je dis, mais attends, tu motives les gens avec tes livres. Et si j'écrivais une histoire, parce que les gars, il était boss d'une compagnie d'édition, une maison d'édition, en fait, il publie des livres, là. Et j'ai approché les messieurs, il m'a dit, oui, si tu as une histoire, tu peux venir, hein, tu peux me donner ton manuscrit et puis on va essayer de publier ça. Et du coup, quand je suis retourné à la maison, je commençais à écrire. C'était mon premier pas. Je commençais à écrire. C'était une histoire, parce que j'ai lisé tellement beaucoup sur le panafricanisme et surtout sur l'histoire de l'Afrique, la politique, etc. Alors j'avais déjà des éléments importants pour écrire un livre, surtout sur l'Afrique. Mais à ce spécifique moment-là, quand vous êtes rentré à la maison, je suis bien curieux de savoir quels étaient vos premiers textes. Qu'est-ce que vous avez écrit ces jours-là? Ces jours-là, en fait, je n'ai pas écrit tout un livre, mais j'ai commencé par écrire 2 pages. 2 pages qui parlaient sur l'Afrique d'une manière fictive. Voilà, j'ai écrit une histoire fictive, une fiction en fait, mais qui parlait de l'Afrique. Parce que je pense que c'est un sujet-là que je maîtrisais beaucoup plus. Parce que quand j'allais dans la bibliothèque, ce sont des livres qui me fascinaient. Des livres à caractère politique, vous comprenez, non? Politique, historique. Je lisais des auteurs tels que de John Henry Clark, de Kamara Leigh, vous comprenez, des auteurs qui parlaient beaucoup plus de l'Afrique. Et quand j'ai rencontré le jeune homme en question, il m'a dit, voilà, si tu as un livre, donne-nous le manuscrit, on va essayer de voir et essayer de publier ça. Et j'écris les livres finis. Ça m'a pris, je crois, 4 à 5 mois pour rédiger ces livres. Et j'écris, voilà, j'ai envoyé le manuscrit au monsieur, là. Il a regardé, il dit, frère, on publie ça. Et voilà, c'était ça mon moment. C'était quoi le titre? C'est Labyrinthe. Wow. Labyrinthe publié en 2000. J'ai lu. Justement. Labyrinthe publié en 2018, fin 2018. Voilà. Okay. Et si on va faire un throwback dans ton parcours académique, quand est-ce que vous êtes arrivé en Afrique du Sud? Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2011 et j'ai commencé les études en 2012. OK. Et voilà. vous avez fait quoi à l'université comme filière? Comme amoureux de la technique, j'ai fait l'engineering. OK. Avant l'université, j'ai fait l'engineering, j'ai fait l'electrical engineering. C'est que je n'ai pas vraiment pratiqué physiquement comme ça. Mais voilà, j'ai quand même de la notion technique comme moi. Faut pas et comment en fait qualifiez-vous le niveau éducatif sud-africain comparé au niveau éducatif congolais avec toute la rigueur qu'il y a? Parce que je suis une personne très, très curieuse, que je suis allé creuser dans vos CV et tout et tout. Alors, j'aimerais bien en fait que vous nous donniez quelques détails de la rigueur du système éducatif sud-africain comparé au système éducatif congolais. Je pense qu'il y a assez de différences concernant les 2 systèmes parce que j'ai commencé aussi avec l'université au Congo et voilà, je n'étais pas trop fasciné par le système, par le système d'enseignement et par tout ce qui était comme élément qui me décourageait au fait. Voilà. Mais en arrivant en Afrique du Sud, je pense que d'abord,
cette facilité-là d'étudier sans pour autant tenir compte de syllabus qu'il faut acheter à chaque fois. Vous comprenez un peu. Au Congo, ce n'était pas le cas. Au Congo, quand vous commencez l'université, c'est tout un budget qu'il faut mettre à table avant de tout commencer. Hein. Okay. Books, syllabus, etc. Mais ici, c'est d'abord commencer. Et puis, il y a les study guides qui vont être donnés par le professeur et assistant, etc. Et c'était pour moi déjà une facilité. Je me disais, voilà, je n'aurais pas le temps d'aller déranger mes parents pour des livres, pour des syllabus. Ici, il y en a, tout y est. Et déjà, c'était ça, pour moi, un grand changement, chose que je ne m'attendais pas, en fait. Et puis voilà, le système sud-africain, je peux dire encore une chose différente avec le Congo, c'est que il y a ces pragmatismes, en fait. Ici, il y a beaucoup plus de concret qu'au Congo. Parce qu'au Congo, quand on fait la technique, on n'a que de syllabus, on n'a que de formules, on n'a que des X, des Y, etc. Mais pratiquement comme ça, on ne voit pas ce qu'on étudie. Les Congo est révolu. Trop de théorie. Les Congo est révolu. Mais justement, il faut parler avec... Actuellement, il n'y a plus ça. Mais il faut parler avec les gens de là-bas. Il faut voir l'expertise en termes de pratique. J'en parle au quotidien, parce que il faut dire, j'ai des potes qui sont à Loyola, qui ont fait l'ingénierie à Loyola. Et puis, j'ai parlé avec eux à l'époque, je pense, en 2020. Tu vois qu'une personne qui étudie au Congo, à Loyola, exemple, tu vois que comme le premier, l'appareil je pense que c'était en 2020, pendant la Covid, ils ont créé l'appareil respiratoire truc. Ouais. Cet appareil-là, c'était un projet qui était financé, je pense que c'était Karim Moubenga qui est venu avec et qui a été développé par les étudiants de Loyola, en fait. Tu vois que le Congo n'est plus ce que nous, on pensait. Mais oui, bien avant. Justement, je pense que le système est révolu, alors ça me va bien. Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Et je pense il faut beaucoup plus de lumière sur les étudiants. Parce que les talents, il y en a. L'intelligence, il y en a. La sagesse, il y en a. Mais sauf qu'il faut beaucoup plus de lumière sur les jeunes talents qui ont peut-être des idées d'inventer, vous comprenez, de créer un peu de robots, peut-être que la machine dont vous venez de parler là. Parce qu'ici, en Afrique, je pense qu'il y a quand même, c'est pas assez développé tel que les États-Unis ou certains pays européens. Mais je pense qu'ici, quand quelqu'un se démarque déjà, il y a quand même une lumière sur la personne. Au Congo, il y a des gens qui meurent comme ça avec leurs idées. Mais aussi, ils meurent comme ça avec nous avons vu récemment, ils ont quand même mis en valeur, il y avait un jeune de l'université Goma qui a créé il faut applaudir. Le truc tapis roulant en bois. Mais il faut applaudir. Vous comprenez, vous savez, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait ce qu'on appelle une seule goutte dans l'océan. Moi, je pense que celui-là, la personne-là qui s'est distinguée, c'est bien bon, mais il n'est pas le seul. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants, plus ou moins 100 millions d'habitants. Et si il se démarque, sûrement, il y a des centaines de millions de gens qui ont mis. Mais il y en a au quotidien, comme récemment, je pense avec le salon entrepreneur qui a été organisé en octobre dernier, je pense novembre ou octobre. Tu as vu que j'ai vu, parce que j'ai suivi, c'est qu'avant, c'est là, l'entrepreneuriat même au Congo n'était pas mis en valeur parce que le système éducatif en soi ne mettait pas en lumière le fruit qui sortait. Mais avec tout ça, nous avons vu un autre jeune de Goma qui a créé une voiture made in Congo. Tu vois qu'actuellement, les gens ont plus conscience de commencer à mettre à lumière. Mais oui, c'est quelque chose d'applaudir, ce que je dis. C'est quelque chose d'applaudir. Je pense que la créativité, il y en a, en fait. C'est pas seulement le Congo, c'est l'Afrique, en fait. C'est l'Afrique, c'est le monde noir. On est super talentueux. Mais sauf que, vous savez, il faut que le projet soit un peu en compagnie. Comprenez, il y a des leaders, leaders économiques, il y a des leaders politiques qui doivent quand même accompagner les jeunes talents congolais. C'est très important. Aujourd'hui, on pense que les Chinois sont les plus intelligents du monde. Hein. On pense que les Américains sont des extraterrestres, ils sont de suprêmes en matière de technologie. Mais quand vous venez en Afrique, vous verrez des gens qui sont bourrés de talents. Ils sont vraiment créatifs. Mais sauf que, voilà, ils meurent comme ça avec des idées. Et à la fin, on dira que voilà, l'Afrique reste pauvre. Et pourtant, vous savez, on a ce qu'on appelle les human resources, la ressource humaine. Mais ça déborde quand même les imaginations. Mais qui peut donner force à ces jeunes-là? Voilà. Et je pense que comparer les Congo à l'Afrique du Sud, en ces termes-là, je pense que l'Afrique du Sud va quand même mieux. L'Afrique du Sud prend quand même de l'avance par rapport à certains pays africains. Bien sûr, voilà. Parce qu'ici, il y a des jeunes entrepreneurs. Par rapport au Congo, ici, il y a
bon nombre de jeunes entrepreneurs par rapport au Congo. Comme il y a et surtout, cette chose-là de gender. Vous comprenez? Ici, il y a des jeunes filles qui excellent plus que les jeunes filles au Congo. Exactement. Mais bon, aussi, je pense que c'est un mouvement qui actuellement prend de l'ampleur. C'est quelque chose d'applaudir, en fait. Parce que il faut voir, au Congo, les femmes sont plus entrepreneurs bon, voilà, je ne vais pas plus m'attarder dessus. Mais si, il faut toujours revenir sur votre CV. J'ai lu votre CV et j'ai vu que c'était en 2016 ou 17 que vous avez subi une arrestation académique. Je ne sais pas trop. Je pense que vous êtes la bonne personne à nous expliquer qu'est-ce qu'il y avait. Bon, vous savez, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, le mien, c'est que j'ai eu des embrouilles avec la police, avec la justice sud-africaine. Et voilà, je me suis retrouvé derrière le barreau. Hein. Heureusement, je n'ai pas été comme Nelson Mandela pour passer des décennies là derrière l'armée. Voilà, c'était la prison à ma manière, à moi. Donc, voilà, 2-3 semaines comme ça, et puis j'étais dehors. Juste un petit problème avec la justice sud-africaine et quand j'étais encore étudiant. Et Dieu merci. Voilà, ça n'a pas brisé mes rêves, ça n'a pas brisé mon parcours. Voilà, et voilà, aujourd'hui, je suis debout. Et combien de livres vous avez écrits jusqu'à là? 2 livres écrits par moi-même. Et un livre, j'ai coécrit avec une écrivaine qui habite en France. C'était un livre qui est en français, en 2022. Okay. Voilà. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain, et je pense que vous êtes plus panafricain que congolais, s'il faut le dire. Alors, comment la communauté sud-africaine est traite? La communauté sud-africaine, je pense que voilà, les gens qualifient de cette communauté de xénophobe, ce que moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre parce que jamais je peux vouloir stéréotyper tout un peuple sud-africain d'être xénophobe. Vous savez, il y a des Sud-Africains qui sont tellement amicaux plus que les Congolais. Voilà, j'ai rencontré des Sud-Africains qui m'ont donné de l'amour, ils m'ont montré leur affection. Et ici, aujourd'hui, je pense que j'ai été quand même dans un bon nombre d'endroits où j'ai présenté, en tant qu'auteur, j'ai présenté mes livres, j'ai rencontré des gens merveilleux. Et c'est parce que je me suis fait ami avec des Sud-Africains qui ont cru en moi, des Sud-Africains qui étaient plus généreux. Et voilà, donc, je pense qu'il y a quand même ceux-là qui ont du mal à concevoir qu'il y a un monsieur là qui vient du Congo et puis il excelle dans un domaine où lui, il est en train de percer difficilement. Et voilà, il y a toujours comme ça arrive. Je pense que c'est pas seulement dans la société sud-africaine, c'est un peu partout. Même au Congo, quand il y a des Libanais qui sont là, ils se font de l'argent, des Chinois qui se font de l'argent. Voilà, on rencontre n'importe quoi à côté. Hein. Voilà, moi, je pense que c'est une société sud-africaine, une société qui est amicale et qui ne m'a pas rejeté. Et voilà. Mais aussi, à voir qu'il y a beaucoup de Congolais qui se plaignent à l'heure actuelle dans le Sud-Africain, voilà, l'Afrique du Sud, voilà. Si d'abord, il faut rentrer en termes de la documentation. On voit que la documentation en Afrique du Sud, c'est même ça d'ailleurs qui cause un problème énorme. Je pense que prochainement, on aura un gars de l'ambassade qui va venir nous expliquer tous ces problèmes de documentation. Est-ce que vous pensez qu'il y a manque d'opportunités à cause de la documentation ou à cause du renfermement? Ah oui, mais vous savez, le monde actuel, c'est la documentation, ça joue un grand rôle. Parce que quand on est sans papier, on a du mal à t'embaucher. Hein. Peu importe les talents que vous avez. C'est pas, vous allez aller où? À la banque. Quelle banque vous embauchez sans papier? Vous comprenez, c'est difficile. Et la documentation, je pense que c'est aussi une affaire politique. Vous comprenez, c'est une affaire politique. Tous les pays africains ne sont pas le même. Vous comprenez, il y a des pays qui sont super pauvres. Il y a des pays qui essaient un peu d'évoluer. Et l'Afrique du Sud, malheureusement, c'est un pays qui est disons, c'est une cible ou une destination de beaucoup de gens, surtout de jeunes qui viennent un peu de partout. Et voilà, ils font face à ces mouvements-là, cet exode-là venant de plusieurs pays africains. Et at the end of the day, on va réaliser qu'on ne peut pas recevoir tout le monde. Vous comprenez un peu? On peut recevoir, voilà, les migrés ou les gens qui veulent venir travailler en Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud a du mal à contenir tout le monde à la fois. Vous comprenez un peu? Moi, je comprends ce sens-là, je comprends.
Parce que vous avez 2 millions de personnes qui entrent et vous ne savez pas s'ils vont sortir quand. Des fois, ça fait réfléchir. Vous comprenez, Exactement. ça fait réfléchir. Et on essaie un peu de rendre un peu les choses beaucoup plus compliquées pour les autres. Mais voilà, c'est un problème vraiment sérieux. C'est un sérieux problème. La documentation, c'est un problème sérieux. Ce n'est pas que les Sud-Africains sont méchants, je ne veux pas dire ça, mais juste le système politique et les ressources aussi. Parce que quand les gens viennent dans votre pays, il faut s'occuper de ces gens-là. Vous comprenez? Voilà, le logement et voilà, tout ça, l'argent ne viendra que du gouvernement sud-africain. Ils font quoi pour les Sud-Africains eux-mêmes? Parce qu'il y a aussi les Sud-Africains eux-mêmes qui sont dans le pauvrement extrême. Et avec ce flux-là qui vient du Congo, de l'Angola, je ne sais pas moi, Sénégal, Nigeria, voilà, ça pose problème, je pense. Ça pose problème. En tant qu'écrivain et panafricain, j'ai une vidéo à te montrer. T'as vu? Ouais. Yeah. Triste réalité. Et ça, je vois que c'est l'Afrique du Sud. Ça, ce sont tes frères congolais en Afrique du Sud. Okay. Récemment, il y a 2 Congolais qui ont été tués par des Congolais. Okay. Et là, ce sont d'autres Congolais qui se battent. Je pense que tu peux voir les chètes. Ouais. La machette commence à circuler en fait. Il y a les Kuluna du Congo qui prônent maintenant en Afrique du Sud. En tant que panafricain, en tant que jeune Congolais, en tant que jeune Africain, comment tu qualifies cet acte en fait? Vous savez, moi je pense que c'est le même fléau. C'est le même fléau. C'est ce cancer-là qui gangrène au Congo. Parce que c'est la même mentalité en fait. Quand je ne me trompe pas, c'est la même mentalité. Si vous regardez ce qui se passe au Congo, ces Kuluna, ces jeunes gens-là, ils ont un problème d'éducation d'abord et puis problème de chômage. Ils se retrouvent comme ça. Ils se donnent au chanvre, ils se donnent à la drogue, ils se donnent à faire n'importe quoi. Et voilà, ils deviennent enfants de la rue. Des enfants de la rue faire de n'importe quoi. Et c'est juste cette même mentalité-là qui s'est exportée vers l'extérieur. Et je ne pense pas que c'est seulement en Afrique du Sud, parce que c'est aussi en France et en Belgique, il y a des gens qui voilà, il y a des gangs qui se font là-bas et les gens en train de se battre, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que la mentalité, le vrai problème à résoudre, c'est ces problèmes-là sociaux. Okay. Vous comprenez? C'est un problème social déjà au niveau du Congo, pas au niveau de l'Afrique du Sud d'abord, parce que ces gens-là, ils viennent du Congo. Okay. Je ne pense pas que ces gens-là au Congo, ils se comportaient d'une manière décente. Je ne pense pas que ces gens-là, s'ils étaient à l'école, où ils travaillaient, ils allaient venir en Afrique du Sud se comporter comme ça. Des informations que nous avons prises, ce sont 2 personnes qui ont fui pendant l'opération Likofi. Voilà. Au Congo, qui se retrouvent actuellement voilà, donc ici. c'est une suite sous ce que je disais, c'est la même mentalité qui s'est exportée vers l'Afrique du Sud. Ces jeunes gens-là, ils menaient pratiquement cette même vie au Congo. Et ils sont victimes de cette société-là qui ne fonctionne pas vraiment. Peut-être il y a ces gens-là qui ont quitté l'école et qui se sont livrés à la drogue, à la débauche, et le Kuluna leur a embrassé comme ça. Donc voilà, c'est la même mentalité qui s'est exportée. Donc c'est quelque chose qu'il faut résoudre au niveau du Congo. C'est un problème c'est un problème de société. C'est un problème de société, mais aussi à savoir que nous avons une société civile congolaise qui aussi exerce ses activités en Afrique du Sud. À part ça, nous avons l'ambassade de la RDC qui est censée contrôler, bon, pas vraiment contrôler, mais je pense qu'on connaît tous le rôle de l'ambassade qui représente un pays ici. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que l'ambassade congolaise jouit de son rôle dans ces pays ici? Parce que même à voir que s'il y a une information comme en 2019, pendant la xénophobie, pendant la soi-disant xénophobie, il y a des ambassades de différents pays qui donnaient des informations. Donc voilà, à telle date, ne sortez pas parce qu'il y aura marche. À telle date, ne sortez pas. Mais l'ambassade de la RDC n'avait jamais rien fait. Et comme ça. Est-ce que vous pensez que l'ambassade de la RDC actuellement jouit de son rôle vraiment genre sur ses citoyens? Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Vous savez, un ambassadeur, c'est un envoyé du ministère des Affaires étrangères. Vous comprenez un peu? C'est un envoyé. Il faut commencer par régulariser nos ministères d'abord. Et puis, en retour, on aura des avancées, je pense que de l'évolution au niveau de nos ambassades, des zones d'ambassade en Afrique du Sud ou partout dans le monde. Et je ne sais pas même s'il faut rate out of 10, mais je pense qu'ils ne font pas leur travail comme il se doit.
Okay. Vous comprenez? Parce que moi-même, je me souviens aussi de cette période-là où l'ambassadeur est venu, le maman a perdu le marchandise, etc., qui ont été brûlés qui ont été brûlés par voilà, un parti politique ici. Et l'ambassade est venue comme ça, l'ambassadeur est venu, il a juste observé et puis il s'est en allé. Voilà, je pense qu'il doit quand même, il faut beaucoup plus de politique, de contrôle sur ces ressortissants. C'est très important. Parce que je pense qu'il y a des Congolais qui meurent ici comme ça, mais voilà, bien sûr. l'ambassade ne connaît Au quotidien, même pas. Vous comprenez, l'ambassade. Il y en a énorme. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de suivi. Je ne sais pas s'ils font quoi, mais je pense qu'ils doivent faire ça. Ils doivent faire de leur mieux de contrôler quand même leurs ressortissants ici en Afrique du Sud. C'est très important. Parce qu'un Américain qui est tué ici en Afrique du Sud, c'est un problème. Hein. C'est l'ambassade qui est au courant de ça. C'est la ministre qui suit l'ambassade au courant de ça. Mais chez nous, je pense il faut travailler sur ça. Combien de Congolais meurent au quotidien, voilà. C'est que l'ambassade n'est même pas au courant. Justement, il y a justement comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de recensement? Parce qu'autrefois, j'ai vu une vidéo de l'ambassade à laquelle ils expliquaient qu'ils doivent instaurer le système de la carte consulaire, où tout Congolais résidant en Afrique du Sud doit avoir une carte consulaire. J'étais très surpris d'apprendre que cela soit mis en pratique maintenant, alors que quand j'étais en Tunisie en 2021, avant que tu renouvelles ton titre de séjour, tu dois avoir une carte consulaire. La carte consulaire, tu les prends à l'ambassade. L'ambassade reconnaît que voilà, j'ai un citoyen qui est ici au travers de la carte consulaire que tu vas prendre à l'ambassade. Mais ici, j'étais très surpris de voir que depuis tous ces temps, la carte consulaire n'existait pas et ils veulent maintenant le mettre en pratique. Ah, mais vous savez, c'est une triste réalité, hein, parce que vous parlez de la carte ici en Afrique du Sud, au moment où au Congo, on n'a même pas la carte d'identité, vous comprenez? Mais la carte juste, ça commence, c'est à peine que ça commence. Applicable bientôt. C'est à peine que ça commence. C'est à peine que ça commence. 60 ans, plus de 60 ans après l'indépendance, mais on n'a même pas l'identité. C'est seulement la carte de lecteur. Je pense que c'est une révolution. Et voilà, si ça change, c'est mieux. Voilà pourquoi je dis que c'est un problème politique. Notre ambassade doit fonctionner. Et elle doit fonctionner quand même par rapport au fonctionnement de notre politique au pays aussi. Vous comprenez? Parce que quand les choses vont très bien au Congo, il y a une politique très bien organisée, on a quand même nos identités, nos cartes, nos pièces d'identité. Je pense que le reste, ça sera beaucoup plus facile à faire. C'est regrettable malheureusement que ça arrive en 2024. Mais actuellement, bon, c'est quelque chose qu'il faut normalement prendre en considération parce que le président en place ne pouvait quand même pas tout faire à 5 ans. Et avoir que le Congo, on a été instable pendant plus de 20 ans. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait mettre en place. Et c'est un monsieur qui moi, particulièrement, je félicite. Non parce que je suis au Congo, mais parce qu'on peut voir de choses qu'il fait en distance, même bien qu'une personne qui est au Congo a un propos différent de ce que j'ai. Ils disent non, voilà, il n'y a rien. Alors que nous qui sommes ici, on voit quand même de loin à la télé, voilà. Malgré que le problème social, il y a le taux de dollar qui reste élevé jusque-là, mais au moins, il y a aussi un changement. On doit quand même admettre qu'il y a un changement par rapport au système ancien. Le système nouveau, il y a quand même des changements qui sont en train d'être mis en place. C'est une question, ça? Non, c'est pas une question. C'est ce que moi je pense. Ok, aussi que vous pensez. Donc, c'est ça que moi je pense du système politique congolais actuel. Il y a plus de changements par rapport à tout. Tu vois même que c'est pour une première qu'on voit qu'on peut faire le suivi des élections, tu vois, bureau, Bossolo et tout ce qui passe. Avant, il n'y en avait pas. Genre, on vient juste, on vous sort, voilà, tel art, autant de voix. Mais ici, on voit comment ça monte. On peut même dire, voilà, à ces niveaux, on n'a même plus besoin de comptabiliser. Ils peuvent même arrêter. Parce qu'on sait c'est qui les présidents. Tu vois qu'il y a quand même eu beaucoup plus de transparence. Il faut dire beaucoup plus de transparence visuelle. Parce que je ne veux pas dire qu'il y a même de transparence à l'interne. Parce que je ne sais pas. Il y a plus de transparence visuelle par rapport au système passé. Alors, revenons à notre mouton. C'est quoi les procédures pour publier un livre en Afrique du Sud? C'est si simple que ça. Hein. Moi, je pensais que c'était difficile de devenir auteur-écrivain publié ou un auteur établi. Et voilà, la première des choses, c'est écrire ton livre, un livre très bien écrit, et envoyer aux maisons d'édition. Parce qu'il y a quand même
plusieurs manières de publier son livre en Afrique du Sud. Bon, d'une manière générale, pas seulement en Afrique du Sud. Il y a cette maison d'édition-là. La manière principale? Pardon? On peut voir la manière principale? Voilà, la manière principale, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens publient leurs livres, on appelle ça l'auto-édition, c'est-à-dire le self-publishing. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous payez la maison d'édition, Ils éditent le texte, ils corrigent, ils font tout. Et ils vendent des livres, ils font la marketing dans votre paquet, là. Et quand vous vendez des livres, tout vous revient. Parce que vous avez payé quand même pour ça. Ils n'ont pas besoin de rejeter votre manuscrit. Que ça soit mauvais ou bon, ça dépend de vous. Et ils arrangent les textes, ils font la marketing, ils font tout pour vous. Ils impriment les copies, ils vous donnent. Là, vous êtes beaucoup plus libre. Moi, je pense que c'est ce que beaucoup de gens sont en train de... C'est les chemins que beaucoup de gens sont en train d'emprunter maintenant, là. Parce que ça vous donne quand même cette liberté-là. Vous avez vos incomes et vos outcomes. Vous comprenez un peu ce que vous donnez comme argent. Et vous savez que si je donne 20 000 rand, il faut que la maison d'édition fasse tout pour moi. La marketing, la distribution, etc. Alors, tout va me revenir. Ils sont déjà payés. Et il y a ces systèmes-là, ce qu'on appelle ça date quand même de longtemps, on appelle ça le old publishing. C'est-à-dire que vous, c'est la maison d'édition qui doit valider votre travail. Si votre travail n'est pas bien écrit, alors ça rejette. Si c'est bien écrit, ça prend le manuscrit et puis ça vous donne une sorte d'avance. Comprenez? Advance. On vous paye d'abord le droit d'auteur, vous recevez peut-être ça. Je sais pas comment vous allez discuter avec la maison d'édition, soit 20%, 30%, etc. Ça vous donne. C'est une sorte de gage. Vous gardez. Et puis, quand le livre commence à être vendu, alors on fait des comptes, on vous donne ce qui est à vous, et puis la maison d'édition récupère peut-être, disons, 70% de vos ventes. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça parce qu'ils pensent que c'est une sorte de vol, vous comprenez? Parce que admettons que vous vendez 1 million d'exemplaires, et puis la maison d'édition récupère l'argent de 800 000 copies. 800 000 exemplaires, vous n'avez que 200 000. Pourtant, vous avez quand même pris des années pour écrire votre livre. Vous comprenez? Mais des gens qui veulent de l'argent, voilà, moi je veux de l'argent, donnez-moi mon argent et puis voilà, je vous lis comme ça. Il y a des gens qui le font, mais il y a des gens qui veulent être beaucoup plus libres. Ils donnent ce qu'ils doivent donner à la maison d'édition, le tout, même si je vendais 1 million, ça ne me concerne pas. Moi je vous ai donné l'argent pour payer, pour éditer le texte, pour faire le cover page, everything you print, ça c'est à vous. Le reste, laissez-moi tranquille, même si je vendais 2 milliards, ça me concerne. Comprenez? Donc voilà, il y a deux façons de publier son livre. Voilà. Et quel conseil voudrez-vous donner à un jeune qui veut entamer ce voyage-là, en fait, le voyage d'écrivain? Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Voilà, les obstacles ne manquent jamais. Hein. D'abord, il faut persévérer parce que quand on écrit, on a besoin d'être publié, on a besoin de motiver, de changer les vies des gens par rapport à ce que vous écrivez, bien de donner des informations beaucoup plus importantes. Et il y a toujours des obstacles qui viennent en route. Mais le problème, c'est qu'il faut se souvenir d'une chose, que quand on décide de suivre sa passion, c'est quand le grand combat commence. Voilà, il y a beaucoup qui ont abandonné cette passion, qui ont abandonné cette route. Et voilà, nous sommes ces gens qui sont the last one standing, comme le say. The last one standing. Et on a besoin de cette liberté-là pour nous exprimer, en fait. On a beaucoup à dire, et s'il y a des obstacles, je pense que ça nous donne encore beaucoup plus de force d'avancer. Et malheureusement, on a un problème de fond avec le domaine de la littérature en Afrique en général. En Afrique du Sud, c'est quand même beaucoup plus... Ça change un peu. Mais dans nos pays, le Congo et dans d'autres pays, là, les écrivains... Voilà, ils sont abandonnés à leur triste sort. Non, mais est-ce que tu as essayé d'avoir un témoignage d'un écrivain qui est au Congo? Oui, mais je parle avec des amis, des collègues écrivains qui sont au Congo. Et voilà, ils font tout eux-mêmes. En Afrique du Sud, moi, quand j'ai publié mon livre, le premier livre à Labyrinthe, j'ai approché le département d'éducation. Et le département d'éducation a acheté 150 copies. C'était pour les écoles publiques, l'école de l'État, comme on dit. Et ils ont donné aux élèves. Ce qui n'est pas mal, parce que dans notre pays, j'ai même fait des recherches dans des pays comme Norvège, on achète 5 000 par auteur, 5 000 copies. C'est-à-dire que vous vendez vos livres aux écoles publiques ou même aux écoles privées. C'est 5 000 copies. C'est-à-dire que vous publiez votre livre, vous êtes rassuré déjà que 5 000 copies vont aller au département d'éducation. Et en Afrique du Sud, ils ont compris quand même, ça donne beaucoup de force aux jeunes écrivains. Malheureusement, au Congo, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu publies ton livre,
il faut avoir cette force-là de publier, de faire la marketing, la distribution seule. Et peut-être les gens ne vont même pas acheter. C'est parce que tu penses qu'il n'y a pas de maison d'édition Congo. Voilà, il n'y a pas de maison. Parce qu'on a appris de Mediaspool là. Est-ce que c'est une maison de distribution ou édition? Mediaspool, c'est une maison d'édition. Okay. Yeah. C'est une maison d'édition, c'est en France, il y a des branches au Congo, un peu partout en Afrique. Et ceux-ci, ils ont aussi leur librairie, ça publie et puis ça va de ça distribuer le livre. Et tu penses que par rapport au Congo, Mediaspool n'exerce pas ces fins? Mediaspool le seul en fait. On a besoin de plusieurs maisons d'édition. Ici en Afrique, on a Jakanda, on a World Publishing, ils sont nombreux en fait. Ils sont nombreux. Parce que quand il y a des challenges, et ça vous donne quand même cette envie-là d'essayer de surpasser l'autre. Parce que quand il y a une maison d'édition en face là qui fait des choses qui plaît quand même aux jeunes écrivains, qui donne quand même vie aux jeunes écrivains et qui gagne aussi, alors vous, ça vous donne du coup envie de faire mieux. Au Congo, on a Mediaspool, on n'a pas trop de maisons d'édition qui peuvent donner force aux écrivains, vous comprenez un peu. Mediaspool le seul. Et puis Mediaspool, c'est une maison d'édition qui est beaucoup plus catégorique parce que voilà, ils ont cet alignement religieux. Déjà, ça traite avec l'Église catholique. C'est-à-dire quand vous amenez quelques contenus qui ne cadrent pas avec leur philosophie, la politique de la maison d'édition, et puis voilà, vous restez comme ça avec votre produit. J'ai approché Mediaspool une fois, mais voilà, j'ai été rejeté malheureusement, parce que le livre parlait d'autre chose. Okay. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un livre sur la jeunesse? Mais j'en ai 3 ou 4. Malheureusement, ils ne sont pas encore publiés. Ils ne sont pas publiés. Can you spoil? Mais je vais gâcher la fête, non? Non, genre, un mot, un extrait, ou une partie d'écriture dont tu vois qui tient debout. Et voilà. Voilà, j'écris un livre. Hein. C'est juste, maintenant là, c'est encore un manuscrit, c'est sur papier. C'est pas encore imprimé, c'est pas publié, en fait. Alors, je parlais de la jeunesse, je motivais la jeunesse parce que j'essaie de comparer le jeune du siècle passé et j'essaie de comparer le jeune de ce siècle ici. Et c'est quoi la différence? J'ai vu qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup des éléments qui passent autour de nous qui nous empêchent de fois être focalisés, à être focus. Des gens tels que, je vais prendre un exemple rapide de Alexandre le Grand, parce que c'est la personne que je choisis pour prendre le livre en question. Alexandre le Grand qui est devenu roi, empereur, plus que roi même, empereur en Grèce, vous savez, à l'âge de 20 ans, très jeune. Il a conquis le monde à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, on pense qu'on est encore jeune. Hein. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, on pense qu'on est encore jeune. Bien sûr. Il y a des gens qui ont 20 ans, mais ils ne savent pas ils peuvent être empereurs comme Alexandre le Grand. On se responsabilise pas trop. Justement, on ne se focalise pas trop et on pense que la vie commence à 30 ans ou à 40 ans. Et on passe le temps à faire n'importe quoi, faire autre chose, être sur les réseaux sociaux, à regarder les autres travailler. Et pourtant, à l'âge de 20 ans, il y a ces gens-là qui ont été beaucoup plus meilleurs que nous. Vous comprenez? Ça, c'est juste un briefing que je donne. Je suis très curieux d'attendre en fait ces livres-là, malgré que tu laisses tout en suspense, le titre, la date et tout. Mais bon, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, M. Chrysas. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit aujourd'hui. Je sais qu'avec le long terme, on va plus organiser de débats. Aujourd'hui, c'était plus pour faire votre découverte, mais on sera plus en train d'organiser des débats pour écrivains, où tu vas devoir avec ton confrère écrivain et discuter de l'écriture, nous expliquer plus sur l'écriture. Mais c'était vraiment un plaisir immense pour moi de vous avoir aujourd'hui et j'ai beaucoup appris sur l'écriture. C'est déjà un domaine que j'aime bien. J'aime bien lire, malgré que je n'écris pas. Mais bon, d'où même je me suis intéressé à vous coacher. Vous fallait lire l'écriture. Non, merci. Voilà. Alors, c'était un plaisir. Restez connectés sur ce podcast car de bonnes choses arrivent. Alors, pour cette année, nous vous avons prévenu que vous aurez chaque épisode après chaque 2 semaines. Après 2 semaines, donc, il y aura des épisodes le mois et un épisode après chaque 2 semaines. Restez connectés car ce podcast est à votre disposition. Bye. Cheers.